Ma sœur s'est disputée avec moi à la réception de l'hôtel à New York. Ce qu'elle a vu sur l'écran de la réception 5 minutes plus tard. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laisser un like sur cette vidéo pour soutenir ce contenu, commentez d'où vous écoutez cette histoire. Votre soutien signifie énormément. Maintenant, installez-vous confortablement. Car cette histoire va vous transporter dans un tourbillon d'émotions, de secrets familiaux et de révélations qui changeront tout. Le vent glacial de novembre coupait la 5e avenue comme une lame de rasoir. J'avais 65 ans et je me tenais devant l'entrée dorée du mandarin oriental, mon manteau Burberry serré contre ma poitrine, essayant de contenir les tremblements qui n'avaient rien à voir avec le froid new-yorkais. Je m'appelle Célestine Dubois. Et cette nuit-là, dans ce hall luxueux où les lustres de cristal projetaient des éclats de lumière sur le marbre italien, ma sœur Claudine a brisé quelque chose en moi que je croyais déjà irréparable. J'ai réservé une seule chambre, Célestine. Tu n'es pas invitée. Sa voix résonna dans le silence feutré de la réception, froide, calculée, chaque syllabe prononcée avec une précision chirurgicale destinée à me faire mal. Les touristes américains détournèrent le regard, gênés. Le réceptionniste, un jeune homme aux tempes grisonnantes, baissa les yeux sur son écran d'ordinateur, manifestement embarrassé d'être témoin de cette scène pathétique. J'avais traversé l'Atlantique pour elle. J'avais annulé 3 réunions cruciales à Paris, reporté la signature d'un contrat de plusieurs millions d'euros avec un consortium allemand. Tout ça parce que ma sœur cadette, Claudine, 59 ans, mère de 2 enfants que je connaissais à peine, m'avait appelé 3 semaines auparavant avec cette voix tremblante d'émotion. Célestine, j'ai réfléchi toutes ces années. C'est suffisant. Je veux qu'on se retrouve, toi et moi, comme avant. Viens à New York avec moi, s'il te plaît, comme avant. Ces mots m'avaient hanté pendant 21 jours. Comme avant quoi? Exactement. Avant que je parte étudier à Londres à 18 ans. Avant que je lance ma première entreprise de consulting à 25 ans. Avant que papa ne meure en prononçant mon nom et pas le sien. Avant que maman, sur son lit d'hôpital à Lyon, ne me confie l'héritage familial en ignorant totalement Claudine qui sanglotait dans le couloir. Claudine, ma voix se brisa malgré moi. Tu m'as invitée? Tu as dit « Je t'ai menti ». Elle pivota vers moi et je vis quelque chose dans ses yeux noisettes, les mêmes que les miens, les mêmes que ceux de notre mère, qui me glaça le sang. Ce n'était pas de la colère, c'était de la haine, pure, distillée pendant des décennies. Je voulais que tu viennes jusqu'ici pour que tu sentes ce que moi j'ai ressenti toute ma vie. L'humiliation, le rejet, l'impression d'être invisible. Les portes tournantes de l'hôtel continuaient à faire entrer des clients emmitouflés dans leurs manteaux de cachemire, traînant des valises Louis Vuitton, parlant anglais avec des accents du monde entier. La vie continuait autour de nous, indifférente à ce drame français qui se jouait dans ce temple du luxe américain. Je n'ai jamais voulu te rejeter, murmurai-je, sentant des larmes brûlantes monter malgré ma volonté de faire. 65 ans, 3 entreprises à mon actif, une fortune estimée à plusieurs centaines de millions, et j'étais là, vulnérable comme une enfant devant ma sœur cadette. Menteuse. Le cri de Claudine fit sursauter le réceptionniste. Une femme élégante près des ascenseurs se retourna choquée. « Tu as toujours eu tout. La beauté, l'intelligence, l'argent, la reconnaissance de papa et maman. Et moi, j'étais l'autre fille du bois, celle qui n'avait rien accompli, celle dont personne ne se souvenait. » Sa voix montait, hystérique maintenant. Je voyais les années de ressentiment exploser comme un barrage qui cède. Ses mains tremblaient. Son visage, autrefois si semblable au mien, était déformé par une rage que je ne lui connaissais pas. Quand tu as acheté cet appartement sur les Champs-Élysées, tu m'as invitée à l'inauguration? Elle avançait vers moi, menaçante. Non? Quand tu t'es mariée avec Alexandre, ce chirurgien millionnaire? Tu m'as demandé d'être ta témoin? Non. Quand maman est morte et que tu as hérité de tout? Arrête! Ma propre voix résonna plus fort que je ne l'aurais voulu. Le hall entier semblait figé. Tu mens! Je t'ai invité à tout. C'est toi qui as refusé. C'est toi qui as coupé les ponts. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Claudine me regardait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Puis, lentement, un sourire cruel étira ses lèvres. Peu importe maintenant. Profite bien de ta nuit, Célestine. Peut-être que tu trouveras un autre hôtel, ou peut-être que tu rentreras à Paris. De toute façon, je ne veux plus jamais te revoir. Elle se tourna vers le réceptionniste, ignora complètement ma présence, prit sa clé de chambre, numéro 1247, vue sur le patio intérieur, et se dirigea vers les ascenseurs dorés sans un regard en arrière. Je restais planté là, ma valise Rimowa à mes pieds, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il n'explose. Les lumières du hall dansaient devant mes yeux embués de larmes. Derrière moi, la porte tournante laissait entrer le froid mordant de Manhattan, et je me sentais plus glacé à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est à ce moment précis que quelque chose en moi se brisa, puis se recomposa, différemment. Je sortis mon iPhone de mon sac Hermès, mes doigts tremblants composant un numéro que je connaissais par cœur. « David ? C'est Célestine. » Ma voix était calme maintenant. Trop calme. Cette voix que j'utilisais dans les salles de conseil d'administration quand j'étais sur le point de congédier un directeur incompétent ou de racheter une entreprise concurrente. Célestine. Quelle surprise! Vous êtes à New York? David Morrison, mon associé américain depuis 15 ans, semblait ravi. Je croyais que vous arriviez seulement la semaine prochaine pour... David, j'ai besoin de la suite présidentielle du Mandarin oriental. Maintenant. Dans les 5 prochaines minutes. Un silence. Puis, vous êtes au Mandarin? Célestine. La suite présidentielle coûte 45 000 $ la nuit et elle est probablement... Je m'en fous du prix. Appelle Daniel Shaw. Le directeur général me doit une faveur depuis l'affaire de Tokyo en 2019. Rappelle-lui que sans mon intervention avec le groupe Mitsui, sa carrière serait terminée. Je veux cette suite. Maintenant. J'avais raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon cœur battait encore la chamade, mais ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus sombre, de plus déterminé. Le réceptionniste, son badge indiquait « Marcus, Front Desk Manager », me regardait avec un mélange de pitié et d'inconfort. Il avait assisté à toute la scène. Il m'avait vu être humilié par ma propre sœur. « Madame, je suis vraiment désolé pour cette situation. Si vous souhaitez, je peux vérifier nos disponibilités. » Ce ne sera pas nécessaire. Le téléphone de la réception sonna. Marcus décrocha, écouta quelques secondes. Son visage changea radicalement. Il devint pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. « Oui, monsieur le directeur, oui, immédiatement, bien sûr, toutes mes excuses. » Il raccrocha avec des mains tremblantes et me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Ses doigts volèrent sur le clavier de son ordinateur. Il cliqua, scrollait, cliqua encore. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant ce qui apparaissait sur son écran. « Madame. Madame Dubois ?» Sa voix était à peine un murmure. « Célestine Dubois, de Dubois International Consulting ? Vous êtes cette Célestine Dubois ?» Je ne répondis pas. Je me contentais de le regarder avec cette expression neutre que j'avais perfectionnée au fil des décennies. Mon Dieu! Il tapait frénétiquement maintenant. « Votre suite présidentielle est prête, madame. 50e étage. Vue panoramique sur Central Park, 2 étages, terrasse privée, piano à queue, service de majordome 24 heures sur 24. Nous sommes infiniment honorés de vous recevoir. Je suis absolument confus de ne pas vous avoir reconnu immédiatement. Toutes mes excuses pour « Où est ma sœur ?» La question le prit au dépourvu. Il cligna des yeux, perdu. « Votre sœur, Madame Moreau, elle vient de monter, chambre 1247. » Parfait. Je ramassai ma valise. « Faites monter mes bagages dans ma suite. » Et Marcus. « Oui, madame. » La prochaine fois qu'un client humilie quelqu'un publiquement dans votre hall, peut-être devriez-vous intervenir, même si ce quelqu'un n'est pas une cliente fortunée. Je le laissai digérer cette remarque et me dirigeai vers les ascenseurs. Mes talons loup-boutin claquaient sur le marbre avec une assurance que je ne ressentais pas vraiment. À l'intérieur, j'étais dévasté, brisé. Mais à l'extérieur, j'étais Célestine Dubois, PDG, millionnaire, intouchable. L'ascenseur monta en silence.
Les étages défilaient sur l'écran digital. 10, 20, 30, 40, 50. Les portes s'ouvrirent directement dans ma suite. Pas de couloir. L'ascenseur privé s'ouvrait sur un vestibule en marbre blanc où un majordome en uniforme m'attendait déjà. « Madame Dubois, bienvenue. Je suis James, votre majordome personnel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-moi seul. » Il s'inclina et disparut discrètement. Je traversais la suite comme une somnambule. 2 étages reliés par un escalier en colimaçon. Salon avec vue à 360 degrés sur Manhattan. Central Park s'étendait comme un océan vert sombre en contrebas, les lumières de la ville scintillant dans la nuit d'automne. Un piano Steinway noir brillait près des baies vitrées. La chambre principale, plus grande que l'appartement où Claudine et moi avions grandi à Lyon, avait un lit king-size face aux fenêtres. Je m'assis sur le canapé en cuir italien du salon. Et pour la première fois en 40 ans, je me permis de pleurer. Pas des larmes élégantes et silencieuses. Non. Des sanglots profonds, violents, qui me secouaient tout entière. Je pleurais pour la petite fille que j'avais été, qui adorait sa sœur cadette. Je pleurais pour les 2 adolescentes qui partageaient leurs secrets dans leur chambre sous les toits. Je pleurais pour toutes ces années perdues, pour tous ces malentendus, pour cette haine inexplicable qui avait grandi entre nous comme une tumeur maligne. Mon téléphone vibra. Un message de David. « C'est fait. Daniel Shaw a été ravi de pouvoir vous rendre service. Il demande si vous souhaitez dîner avec lui demain soir. » PS. Que se passe-t-il? Je ne répondis pas. Je me levai, marchai jusqu'aux fenêtres panoramiques. New York s'étendait à mes pieds. Des millions de vies, des millions d'histoires. Et moi, Célestine Dubois, femme d'affaires redoutée, icône du self-made success à la française, je me sentais plus seule que jamais. 42 étages plus bas, dans une chambre standard avec vue sur un patio intérieur, ma sœur Claudine pensait avoir gagné. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de déclencher quelque chose d'irréversible. Je ne dormis pas cette nuit-là. Comment aurais-je pu? J'étais allongée dans ce lit somptueux, enveloppée dans des draps en coton égyptien mille-fils. Et tout ce que je voyais, c'était le visage haineux de Claudine dans le hall. À 3 heures du matin, je me levai et montai sur la terrasse privée. Le froid de novembre me gifla le visage. Manhattan ne dort jamais vraiment. En bas, les taxis jaunes continuaient leur balai incessant. Les sirènes des ambulances et des voitures de police résonnèrent dans la nuit. Je m'accoudai à la balustrade en verre et fermai les yeux. 47 ans. C'était le temps écoulé depuis ce jour fatidique qui avait tout changé entre Claudine et moi. J'avais 18 ans. Elle en avait 12. Notre père, Henri Dubois, professeur de littérature à l'Université de Lyon, était en train de mourir d'un cancer du pancréas. Maman, Marguerite, une femme froide et distante qui mesurait l'amour en termes de réussite académique, passait ses journées à l'hôpital. Ce soir-là, papa m'avait fait appeler. Seule. J'étais entrée dans cette chambre d'hôpital qui sentait la mort et le désinfectant. Il était méconnaissable. 52 ans, mais il en paraissait 80. Célestine, ma chérie. Sa voix n'était qu'un souffle rauque. « Viens plus près. » Je m'étais agenouillée près de son lit, tenant sa main décharnée. « Tu es brillante, si brillante, tu iras loin. Prends soin de ta mère, prends soin de Claudine, promets-le-moi. »« Papa, ne parle pas comme ça, tu vas... »« Promets !» Il avait serré ma main avec une force surprenante. « Promets-moi de prendre soin d'elle. Je promets, papa, je promets. » Il était mort 2 heures plus tard. Ses derniers mots avaient été « Célestine, ma fierté ». Claudine était dans la salle d'attente avec maman. Quand les médecins étaient sortis pour annoncer la nouvelle, ma petite sœur avait regardé maman et demandé, la voix tremblante, « Il a demandé à me voir, à la fin ?» Maman avait secoué la tête, les yeux secs. « Non, il a appelé Célestine. Il voulait lui parler, à elle seule. » Le regard que Claudine m'avait lancé ce jour-là, c'était la première fois que j'y voyais de la haine. Sur cette terrasse new-yorkaise, 47 ans plus tard, je sentis les larmes couler à nouveau sur mes joues gelées. J'avais brisé ma promesse. Je n'avais pas pris soin de Claudine. J'étais partie à Londres 3 mois après les funérailles, incapable de supporter le silence accusateur de notre appartement lyonnais.
incapable de supporter le regard de ma sœur qui me reprochait silencieusement d'avoir eu ces derniers moments avec papa. Mon téléphone vibra. Un message à 3 heures du matin. Je fronçais les sourcils et regardais l'écran. Numéro inconnu. Message en français. Tu crois que ton argent peut tout acheter? Tu crois que cette suite va m'impressionner? Tu ne sais rien, Célestine, tu n'as jamais rien su. Claudine. Elle avait dû se renseigner, découvrir que j'avais la suite présidentielle. Et au lieu de dormir, elle m'envoyait des messages anonymes. Je pouvais répondre. Je pouvais l'appeler. Je pouvais descendre frapper à sa porte. Mais quelque chose en moi, peut-être l'orgueil, peut-être la fatigue de 47 années de culpabilité, me retint. À la place, j'appelais le service de conciergerie de l'hôtel. Ici, Célestine Dubois, suite présidentielle. Je voudrais organiser quelque chose pour demain, quelque chose de spécial. Bien sûr, madame, nous sommes à votre service. Que souhaitez-vous? Je veux réserver le restaurant du 53e étage, Astor Court, en entier, pour 2 personnes. Demain soir, 20 h, menu dégustation, les meilleurs vins de leur cave. Et... J'hésitais. Oui, madame? Envoyez une invitation à la chambre Meudon 47. Madame Claudine Moreau, carte gravée. Dites-lui que sa sœur l'invite à dîner, que ce n'est pas négociable. Que j'ai des choses à lui dire. Un silence surpris. Entendu, madame, ce sera fait dès 6 heures du matin. Je raccrochais et retournais dans la suite. Le jour commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'orange. Je préparais un café avec la machine Nespresso ultramoderne de la cuisine. Je m'assis au piano. Mes doigts, sans que je le leur ordonne, commencèrent à jouer. Clair de lune, de Debussy. Le morceau préféré de papa. Celui qu'il me demandait de jouer chaque dimanche après-midi, pendant que Claudine faisait ses devoirs dans sa chambre et que maman préparait le repas. Les notes s'élevaient dans le silence de la suite, tristes et belles, emplissant l'espace de souvenirs douloureux. Le soleil inondait maintenant la suite de sa lumière dorée. Je n'avais pas quitté le piano. Mes doigts continuaient à jouer, passant de Debussy à Chopin, puis à Satie. Des morceaux que je n'avais pas joués depuis des décennies. Des morceaux qui appartenaient à une autre époque, à une autre Célestine. À 8 heures précises, on frappa discrètement à la porte. James, le majordome, entra avec un chariot de petit déjeuner. « Madame Dubois, j'ai pris la liberté de vous faire monter. »« Merci, James. Posez tout ça sur la terrasse. » Il s'exécuta en silence, arrangea la table avec une précision militaire, croissants français, confitures artisanales, fruits frais, jus d'orange pressé, café fumant, puis disparut comme un fantôme. Je mangeais mécaniquement, le regard perdu sur Central Park qui s'éveillait en contrebas. Des joggers couraient sur les sentiers, des mères poussaient des landaux. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. Mon téléphone sonna. David. Célestine, j'ai eu Daniel Shaw au téléphone ce matin. Il dit que vous avez réservé l'Astor Court en entier pour ce soir? C'est pour la réunion avec les investisseurs japonais. Je croyais que c'était la semaine prochaine. Ce n'est pas professionnel, David, c'est personnel. Un silence étonné. En 15 ans d'association, David ne m'avait jamais vu mélanger le personnel et le professionnel. Personnel? Célestine, vous allez bien? Non, mais je vais arranger ça. Ou du moins, j'y vais essayer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai besoin que tu me laisses tranquille aujourd'hui. Pas de call, pas d'email, rien. Je raccrochais avant qu'il ne puisse protester. C'était la première fois en 40 ans que je coupais complètement le travail. Pas de réunion, pas de contrat, pas de stratégie, juste moi et mes fantômes. À 10 heures, mon téléphone vibra. Un nouveau message du même numéro inconnu. « Tu veux me voir ce soir? Pourquoi faire? Me rabaisser encore plus? Me montrer à quel point tu es supérieure? Va te faire foutre, Célestine. Je ne viendrai pas. » Je regardais le message longuement, puis je tapais ma réponse, mes doigts tremblant légèrement. « Claudine, je sais que c'est toi. Viens ce soir. S'il te plaît. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que j'aurais dû te dire il y a 47 ans. » J'hésitais avant d'ajouter « Papa n'a pas choisi de me voir seule ce jour-là. C'est maman qui l'a décidé. Et ce qu'il m'a dit concernait toi aussi. » J'envoyais le message, puis j'éteignis mon téléphone. Je passais la journée à marcher dans Manhattan, seule,
sans garde du corps, sans chauffeur, sans l'armure habituelle de ma fortune. Juste une femme de 65 ans, en manteau Burberry, perdue dans les rues glaciales de New York. Je marchais jusqu'à la Fifth Avenue, entrée chez Tiffany's sans rien acheter. Je traversais Times Square, assailli par les néons et le bruit. Je montais jusqu'à la High Line, cette ancienne voie ferrée transformée en parc suspendu, et je m'assis sur un banc, regardant l'Hudson River couler en contrebas. Des souvenirs me revenaient par vagues. Claudine et moi, enfants, jouant dans le jardin de notre maison de Caluire et Cuire. Elle avait 5 ans, moi 11. Elle était tombée de la balançoire et s'était ouvert le genou. Je l'avais portée jusqu'à la maison, soigné sa blessure, essuyé ses larmes. « Tu es ma grande sœur préférée », avait-elle dit en reniflant. « Je suis ta seule grande sœur, idiote », avais-je répondu en riant. Quand tout s'était-il brisé? Comment 2 petites filles qui s'adoraient étaient-elles devenues 2 femmes qui se haïssaient? Je le savais, bien sûr, c'était maman. Marguerite Dubois, née Beaumont, issue d'une famille aristocratique appauvrie, qui avait reporté toutes ses ambitions frustrées sur ses filles. Elle m'avait poussée, encouragée, glorifiée, et elle avait ignoré Claudine, systématiquement, cruellement. Célestine a eu 18-20 en mathématiques, et toi, Claudine, 12-20? C'est tout ce dont tu es capable? Célestine a été acceptée à Sciences Po. Toi, tu vas faire quoi? Un BTS? Célestine a épousé un chirurgien. Toi, tu t'es mariée avec un professeur d'éducation physique? Chaque comparaison avait été un coup de poignard dans le cœur de ma petite sœur. Et moi? Qu'avais-je fait? Rien. J'avais laissé faire. Pire, j'avais profité de cette préférence maternelle. Je m'en étais nourrie. À 18h, je rentrais à l'hôtel. James m'attendait avec un message. « Madame, une certaine Madame Moreau a confirmé sa présence pour le dîner de ce soir. Elle a également laissé ceci. » Il me tendit une enveloppe. À l'intérieur, un mot griffonné à la hâte. « Je viens. » Mais pas pour toi. Pour moi. Pour enfin te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Après ça, je ne veux plus jamais te revoir. C. Je montai dans ma suite, pris une douche brûlante, enfilai une robe Chanel noire sobre et élégante. Pas de bijoux ostentatoires, pas de maquillage excessif. Juste moi, Célestine, 65 ans, épuisée, terrifiée. À 19h45, je descendis au 53e étage. L'Astor Court avait été vidé comme demandé. Une seule table, dressée près des baies vitrées, avec vue sur la ville illuminée. Bougies, roses blanches, champagne dans un seau à glace. Je m'assis et attendis. Elle arriva à 20h pile. Claudine n'avait jamais été en retard de sa vie. C'était l'une des rares choses que nous avions en commun. Notre obsession de la ponctualité, héritage de notre père professeur qui considérait le retard comme un manque de respect impardonnable. Le maître d'hôtel la guida jusqu'à la table. Je me levai, le cœur battant. Elle portait une robe bleu marine simple, probablement achetée dans un grand magasin parisien. Ses cheveux châtains, parsemés de fils gris qu'elle ne tentait pas de cacher, étaient relevés en chignon strict. Elle n'avait presque pas de maquillage. Elle était belle dans sa simplicité. Elle avait toujours été belle. Claudine, Célestine, nous nous assîmes face à face. Le silence entre nous était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Le serveur versa le champagne, un Dom Pérignon 2008, puis disparut discrètement. « Belle vue », dit-elle enfin, sarcastique. « Combien ça t'a coûté? 10 000 € pour cette mise en scène. 50 000 $ pour réserver le restaurant en entier. Mais qui compte ?» Elle eut un rire amer. « Exactement. Qui compte? »« Hein? Certainement pas moi. Je n'ai jamais compté. » Claudine. « Non. » Elle leva la main. « Tu m'as demandé de venir. Tu as dit que tu avais des choses à me dire. Alors vas-y. Parle. Je t'écoute. Pour une fois dans ma vie, je vais t'écouter raconter à quel point tu as raison, et j'ai tort. » Je pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient. Je les cachais sous la table. Papa ne m'a pas choisi ce jour-là, à l'hôpital. Elle me regarda, surprise par cette ouverture. C'est maman qui a décidé que je devais entrer seule dans sa chambre. Elle t'a dit d'attendre dehors.
Elle a dit que papa voulait me parler à moi seule, mais ce n'était pas vrai. Claudine fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Quand je suis entrée, papa m'a demandé où tu étais. Il voulait vous voir toutes les deux, maman et toi. Mais maman avait dit au médecin que je devais entrer en premier, seule, et ensuite. Ma voix se brisa. Et ensuite, il était trop tard. Il était en train de perdre conscience. Je lui ai tenu la main. Il a prononcé mon nom parce que j'étais là. Pas parce qu'il m'aimait plus que toi. Parce que j'étais là. Le visage de Claudine était devenu blanc comme un linge. Tu mens. Je ne mens pas. J'ai gardé ce secret pendant 47 ans parce que maman m'a fait jurer de ne rien dire. Elle a dit que ça détruirait ta relation avec papa si tu savais qu'il avait demandé à te voir et qu'elle l'en avait empêché. Elle a dit qu'il valait mieux que tu crois qu'il m'avait choisi, que c'était moins cruel. Moins cruel ? Claudine se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Moins cruel ? J'ai passé 47 ans à croire que mon propre père ne m'aimait pas assez pour me dire au revoir. J'ai passé ma vie entière à penser que j'étais la fille ratée, celle qui ne méritait même pas un dernier regard. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Sa voix était un cri de douleur pure. « Et toi, tu savais et tu n'as rien dit, pendant 47 ans. » J'avais 18 ans, Claudine. J'étais une enfant. Maman m'a terrorisée. Elle m'a dit que si je parlais, je détruirais la famille, que tu me haïrais encore plus. Et puis le temps a passé, et comment aurais-je pu te le dire ? Comment ? En ouvrant ta putain de bouche. Elle hurlait maintenant. En me disant la vérité, en me libérant de cette torture. Le maître d'hôtel apparut, alarmé par les cris. Je lui fis signe de partir. Nous étions seuls dans ce restaurant vidé, 2 sœurs françaises déversant 47 ans de douleur au 53e étage d'un hôtel new-yorkais. Je suis désolée. Ma propre voix était brisée. Je suis tellement désolée. Claudine. J'ai été lâche. J'ai été complice du sadisme de maman. J'ai laissé cette préférence toxique me nourrir parce que c'était plus facile que de me battre contre elle. Et je t'ai perdue. J'ai perdu ma petite sœur. Claudine se rassit lentement. Elle pleurait en silence maintenant, ses épaules secouées de sanglots. Je tendis ma main vers elle sur la table. Elle ne la prit pas. « Il y a autre chose, » dis-je doucement. « Quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a très longtemps. » Elle me regarda à travers ses larmes. « Quoi encore ? Quelle autre horreur tu vas me révéler ? » « L'héritage de maman. Elle ne me l'a pas donné par préférence. » Claudine ricana. « Bien sûr que si, elle t'adorait. Moi, j'étais juste. Elle me l'a donné parce qu'elle savait que j'étais la seule assez forte pour porter un secret. Un secret qu'elle m'a fait jurer de ne jamais révéler. » Le silence qui suivit fut absolu. Claudine me fixait, immobile. Les lumières de Manhattan scintillaient derrière elle, indifférentes à notre drame. Le champagne dans nos coupes avait perdu ses bulles, oublié pendant cette conversation déchirante. Quel secret! Sa voix était à peine audible. Je sortis de mon sac une enveloppe jaunie que je transportais partout depuis 15 ans, depuis la mort de maman. Une enveloppe que j'avais lue et relue des centaines de fois, jusqu'à en connaître chaque mot par cœur. Maman m'a donné ça sur son lit de mort. Elle m'a fait promettre de ne jamais te le montrer. Elle a dit que ça te détruirait. Je posai l'enveloppe sur la table entre nous. Claudine la regardait comme si c'était un serpent venimeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Une lettre, de papa, écrite 2 jours avant sa mort, adressée à toi, que maman n'a jamais envoyée. Le visage de Claudine se vida de toute couleur. « Non, lis-la, s'il te plaît. Tu mérites de savoir. » Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine ouvrir l'enveloppe. Elle en sortit 3 pages jaunies, couvertes de l'écriture tremblante de notre père mourant. Je connaissais ces mots par cœur. Je les avais lus tellement de fois que je voyais les phrases défiler devant mes yeux fermés. Ma petite Claudine chérie, si tu lis ces mots, c'est que je suis partie. Je t'écris de l'hôpital. Mes forces déclinent rapidement. J'ai demandé à ta mère de te donner cette lettre après ma mort, parce que j'ai besoin que tu saches certaines choses. Des choses que je n'ai jamais eu le courage de te dire en face. Tu es ma fierté secrète, Claudine.
Je dis secrète parce que ta mère ne me laissait pas te le montrer. Marguerite a toujours eu cette obsession de la réussite conventionnelle. Les notes, les diplômes, la carrière brillante, elle voyait tout ça chez Célestine et elle l'adorait pour ça. Mais moi, je voyais autre chose. Je te voyais, toi, avec ton cœur immense, ta gentillesse naturelle, ta capacité à voir la beauté dans les petites choses. Tu te souviens quand tu avais 7 ans et que tu as trouvé cet oiseau blessé dans le jardin? Tu l'as soigné pendant des semaines, tu lui as donné un nom, Plume, je crois, et tu as pleuré de joie quand il a pu s'envoler à nouveau. Célestine aurait calculé le coût des graines, l'efficacité du traitement. Mais toi, tu as simplement aimé cette créature, sans condition. C'est qui tu es, ma chérie. Un cœur pur dans un monde cynique. Ta mère ne comprend pas ça. Elle pense que tu es un échec parce que tu n'as pas suivi le même chemin que ta sœur. Mais moi, je vois la vérité. Tu es la meilleure d'entre nous. Tu es celle qui a choisi l'amour plutôt que l'ambition, la famille plutôt que la carrière, l'humanité plutôt que les diplômes. Je regrette tellement de ne pas avoir été plus fort, de ne pas t'avoir défendu davantage contre les comparaisons cruelles de ta mère. J'ai été lâche, Claudine. J'ai laissé Marguerite te blesser encore et encore parce que c'était plus simple que de me battre contre elle. Mais sache ceci, si je pouvais choisir laquelle de mes filles avoir à mes côtés dans mes derniers moments, ce serait toi. Parce que tu es celle qui comprendrait. Celle qui tiendrait ma main sans peur de la mort. Celle qui chanterait pour moi, comme tu chantais toujours quand tu étais petite. Je t'aime, ma Claudine. Je t'ai toujours aimée. Je t'aimerai toujours. Pardonne-moi d'avoir été un père si faible. Pardonne à ta sœur. Elle aussi est victime de notre mère. Et surtout, pardonne-toi de ne pas être ce que les autres attendèrent de toi. Tu es exactement ce que tu dois être. Papa qui t'aime. Les larmes de Claudine tombaient sur le papier jauni, brouillant l'encre. Elle lisait et relisait, ses lèvres bougeant silencieusement, comme si elle tentait d'absorber chaque mot, de les faire entrer dans son cœur brisé. Quand elle releva finalement les yeux vers moi, son visage était ravagé. Elle, maman a gardé ça. Pendant tout ce temps, elle me l'a donné juste avant de mourir. Elle m'a dit « Claudine ne doit jamais voir cette lettre. Henri était faible. Il ne comprenait pas qu'on doit être fort dans la vie. Détruis ça. » Mais je ne l'ai pas détruit. Je ne pouvais pas. Pourquoi tu ne me l'as pas donné avant? Pourquoi attendre 15 ans? Ma voix n'était qu'un murmure. Parce que j'étais terrifiée que tu me haïsses encore plus, que tu me reproches d'avoir été la préférée, que tu penses que je me moquais de toi en te montrant cette lettre. Et puis le temps a passé, et ça devenait de plus en plus difficile. Comment te contacter après 10 ans, 15 ans? Comment reprendre contact? Claudine posa délicatement la lettre sur la table, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ses doigts caressaient les mots tracés par notre père mourant, essayant peut-être de sentir son amour à travers le papier jauni par le temps. « Toute ma vie, commença-t-elle, sa voix brisée. Toute ma vie, j'ai pensé que papa me trouvait décevante, que j'étais la fille ratée, celle qui n'était pas assez brillante, pas assez ambitieuse, pas assez. Tout. » Elle leva les yeux vers moi, et dans son regard, je vis quelque chose que je n'y avais pas vu depuis 47 ans, de la vulnérabilité. Pas de la colère, pas de la haine, juste une blessure à vif, exposée après des décennies cachées. Je me suis mariée avec Marc. Tu te souviens de lui? Le professeur de gym que maman méprisait tellement. Je l'ai épousé en partie parce que je l'aimais, mais aussi parce que je savais que ça déplairait à maman. C'était ma petite rébellion pathétique. Mon fuck you silencieux. Un rire amer lui échappa. Sauf que ça n'a blessé que moi. Maman s'en fichait. Elle parlait juste de toi à ses amis. Ma fille Célestine dirige 3 entreprises. Ma fille Célestine a été interviewée par Le Figaro. Moi. J'étais invisible. L'autre fille du bois. Celle dont on ne parlait pas. Claudine? Non, laisse-moi finir. Elle essuya ses larmes d'un geste brusque. Tu dois comprendre ce que ça fait, de grandir dans ton ombre, de tout le temps être comparé à toi. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Célestine? C'était la phrase préférée de maman. Elle la répétait tellement
que je l'entendais dans mes rêves. Elle prit la lettre de papa et la serra contre son cœur. Et pendant tout ce temps, papa m'aimait. Il me voyait. Il comprenait qui j'étais vraiment. Et maman lui a volé ça. Elle m'a volé ça. Elle nous a volé ça à toutes les deux. Je ne pouvais plus retenir mes propres larmes. Je suis désolée, Claudine. Je suis tellement désolée. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû me battre pour toi, contre maman, contre ces comparaisons toxiques. Mais j'étais lâche et égoïste. J'aimais être la préférée, même si ça signifiait te perdre. Le serveur réapparut, hésitant. « Mesdames, puis-je servir le premier plat ?» Nous nous regardâmes, et pour la première fois depuis des décennies, nous rîmes ensemble. Un rire tremblant, mêlé de larmes, mais un rire quand même. « Oui, » dit Claudine en s'essuyant les yeux. « Oui, servez-nous, on a 47 ans de repas à rattraper. » Le dîner qui suivit fut étrange et merveilleux à la fois. Nous mangions entre deux crises de larmes. Nous parlions de tout et de rien, de nos vies séparées, de mes entreprises que je détestais secrètement, de son mariage avec Marc qui avait duré 23 ans avant qu'il ne meure d'une crise cardiaque. « Tu as des enfants ?» demandai-je, réalisant soudain que je ne savais presque rien de sa vie. « 2. Thomas, 32 ans, professeur de musique à Bordeaux, et Sophie, 28 ans, infirmière à Lyon. Ils sont tout pour moi, Célestine, tout ce que j'ai réussi dans ma vie. » Sa voix se brisa. Quand Marc est mort il y a 5 ans, j'ai pensé que je ne survivrais pas. Mais mes enfants, ils m'ont sauvée. Ils m'ont rappelé pourquoi je devais continuer. « Tu leur as parlé de moi ?» Elle hésita. « Oui, mais pas en bien. Je leur ai dit que j'avais une sœur riche qui m'avait abandonnée, qui ne s'intéressait qu'à son argent et sa carrière. Je leur ai menti. Sur toi. Sur nous. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. » Elle posa sa fourchette. « Je leur ai empoisonné l'esprit contre toi, exactement comme maman nous a empoisonnés l'une contre l'autre. J'ai répété le cycle toxique. Et je m'en veux tellement. » Je tendis ma main à travers la table. Cette fois, elle l'a pris. Ses doigts étaient froids, tremblants. Mais elle les serra fort. « On peut arrêter le cycle maintenant, » dis-je doucement. « Il n'est jamais trop tard. » « Tu crois vraiment ça, après 47 ans ? » « Je dois y croire, sinon qu'est-ce qu'on a fait de nos vies ?» Nous restâmes ainsi un long moment, main dans la main, regardant Manhattan scintiller à nos pieds. 2 sœurs françaises qui avaient traversé l'Atlantique pour se retrouver. Ou peut-être pour se trouver pour la première fois. « Il y a autre chose, » dis-je finalement. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Claudine me regarda, curieuse et inquiète à la fois. Mon mariage avec Alexandre, le chirurgien millionnaire dont maman était si fière. Il a duré 12 ans, et pendant ces 12 années, j'ai été profondément malheureuse. Quoi ? Il me trompait, constamment, avec des infirmières, des patientes, des femmes qu'il rencontrait dans des congrès médicaux. Je le savais, tout le monde le savait, mais je ne partais pas. Tu sais pourquoi ? Elle secoua la tête. Parce que maman était si fière de ce mariage. Elle racontait à toutes ses amies que sa fille avait épousé un chirurgien renommé, que nous étions le couple parfait. Et je ne voulais pas la décevoir. Je ne voulais pas perdre ce statut de fille parfaite. Ma voix se brisa. J'ai sacrifié 12 ans de ma vie pour maintenir une illusion, pour continuer à être la préférée de maman. Et toi, tu as eu un vrai mariage. Un homme qui t'aimait vraiment, des enfants qui t'adorent, une vie authentique. Claudine serrait ma main si fort que ça faisait mal. Mais c'était une bonne douleur. Une douleur qui nous reliait. « Je t'ai envié toute ma vie, » murmura-t-elle. « Et maintenant j'apprends que tu m'enviais, toi aussi. » Nous avons été victimes de la même femme toxique. Maman nous a dressés l'une contre l'autre dès le début. Elle nous a fait croire qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule gagnante, une seule fille aimée. Mais papa ? Claudine toucha la lettre posée près d'elle. Papa nous aimait toutes les deux, à sa manière. Oui, il était juste trop faible pour se battre contre maman. Le silence retomba entre nous, mais ce n'était plus le silence tendu et hostile du début de la soirée. C'était un silence de compréhension, de guérison lente mais réelle.
Il était presque minuit quand nous quittâmes le restaurant. Le personnel attendait discrètement que nous libérions les lieux, mais personne n'osait nous presser. Peut-être sentaient-ils qu'ils assistaient à quelque chose d'important, à une réconciliation qui avait mis près d'un demi-siècle à se produire. « Viens, dis-je à Claudine, viens voir ma suite, on peut continuer à parler. » Elle hésita. « Je ne sais pas, Célestine, c'est beaucoup d'émotions pour une seule soirée. J'ai besoin de digérer tout ça. S'il te plaît, juste un moment. Il y a encore quelque chose que je veux te montrer. » Nous montâmes dans l'ascenseur privé. Claudine regardait autour d'elle avec des yeux écarquillés, les miroirs dorés, le sol en marbre, l'éclairage tamisé. Quand les portes s'ouvrirent directement dans ma suite, elle resta bouche bée. « Mon Dieu, Célestine, c'est immense. 45 000 $ la nuit, dis-je avec un sourire triste. Et tu sais quoi? Ça ne rend pas plus heureuse, pas du tout. » Je la guidai vers le salon, lui servis un cognac que nous bûmes en silence face aux fenêtres panoramiques. Manhattan était magnifique la nuit, une constellation de lumière qui s'étendait à perte de vue. « Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, » commençai-je. « Pas à David, mon associé, pas à mes rares amis, à personne. » Claudine me regardait intensément. « Je déteste ma vie, je déteste mes entreprises. Je déteste ces réunions interminables, ces négociations sans fin, cette course perpétuelle au profit. Je le fais parce que je ne sais pas faire autre chose, parce que c'est tout ce que je suis devenue. » Ma voix tremblait. « Quand Alexandre est mort dans un accident de voiture il y a 10 ans, tu sais ce que j'ai ressenti? Du soulagement? Je me suis sentie soulagée que mon mari soit mort, parce que ça signifiait que je n'avais plus à prétendre être heureuse en mariage. Célestine, attends. Laisse-moi finir. Après sa mort, tout le monde s'attendait à ce que je m'effondre. Mais non. J'ai travaillé encore plus. J'ai ouvert 2 nouvelles filiales, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, parce que c'était plus facile que d'affronter le vide dans ma vie. Le vide de n'avoir personne, pas de famille, pas d'amis véritables, juste des employés et des associés. Je me tournais vers elle, des larmes coulant sur mes joues. Et toi? Toi, tu étais là, à Lyon, avec tes enfants, ta vraie vie, ton authenticité, et je ne pouvais même pas t'appeler parce que j'avais trop honte. Honte d'avoir tout gâché. Honte d'avoir choisi l'argent plutôt que l'amour. Honte d'être si profondément, irrémédiablement seule. Claudine posa son verre et vint s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Elle passa son bras autour de mes épaules et je m'effondrai contre elle, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de papa. « Je suis désolée, » sanglotai-je. « Je suis tellement désolée de t'avoir perdu, de t'avoir abandonnée, de t'avoir laissée seule avec maman et son venin. Je suis désolée d'avoir été lâche. » Claudine me berçait doucement, comme elle l'aurait fait avec ses propres enfants. « Chut, chut, je sais maintenant. » Nous restâmes ainsi longtemps, 2 femmes au crépuscule de leur vie, rattrapant des décennies de tendresse perdue. Finalement, je me redressai, essuyant mes larmes. « Attends-moi, j'ai quelque chose pour toi. » Je montai à l'étage, dans la chambre principale. Dans ma valise, cachée au fond sous mes vêtements, il y avait une boîte en bois de rose. Je la descendis avec précaution. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claudine quand je revins. « Ouvre-la. » Elle souleva le couvercle délicatement. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres, toutes adressées à Claudine Moreau, toutes écrites de ma main. Certaines dataient de 20 ans, d'autres de 10 ans, les plus récentes d'il y a quelques mois. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, prenant une des lettres. « Je t'ai écrit, pendant toutes ces années, des dizaines de lettres. Je te racontais ma vie, je te demandais pardon, je te disais que tu me manquais, mais je ne les ai jamais envoyées. Je les écrivais, puis je les rangeais dans cette boîte, parce que j'étais trop terrifiée de ta réaction. » Claudine ouvrit une lettre au hasard. Ses yeux parcoururent les lignes, puis une autre, puis une autre. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Chère Claudine, aujourd'hui, c'est ton 50e anniversaire. Je me demande si tu as fait une fête, si tes enfants t'ont offert des cadeaux. Je voudrais être là, mais je ne sais pas comment réparer ce qui est brisé entre nous. Je t'aime, ta sœur qui ne mérite pas ton pardon. »
Sa voix se brisa en lisant. « Chère Claudine, j'ai appris par hasard, en croisant une ancienne voisine de Lyon, que Marc est décédé. Mon cœur est brisé pour toi. Je voudrais te serrer dans mes bras, te dire que tout ira bien. Mais je n'en ai pas le droit. Je t'ai abandonné. Pardonne-moi. 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 » Elle posa les lettres et me regarda avec une intensité qui me transperça. « Pourquoi? Pourquoi tu ne les as jamais envoyées? » « Parce que j'avais peur. Peur que tu les déchires. Peur que tu me haïsses encore plus. Peur de découvrir qu'il était vraiment trop tard. » Claudine prit ma main. « Est-ce que c'est trop tard, Célestine? Est-ce qu'on peut vraiment réparer 47 ans de silence ?» Je la regardais dans les yeux, ses yeux noisettes identiques aux miens, cet héritage partagé de notre père, et je vis quelque chose que je n'osais plus espérer, de l'espoir. Fragile, tremblant, mais réel. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais je veux essayer, si tu veux bien me donner cette chance. » Claudine resta dans ma suite cette nuit-là. Pas dans la chambre d'amis, il y en avait 3, mais avec moi, dans le grand lit king size, comme nous le faisions enfants quand nous avions peur de l'orage. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, rattrapant près d'un demi-siècle de conversations manquées. Elle me parla de ses enfants avec une fierté évidente. Thomas, qui avait hérité de l'amour de papa pour la musique et enseignait maintenant le piano à des enfants défavorisés. Sophie, qui travaillait aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot et rentrait épuisée chaque soir, mais ne changerait de métier pour rien au monde. « Il me demande souvent pourquoi je n'ai jamais parlé de ma sœur, » dit-elle dans la pénombre de la chambre, alors que les premières lueurs du jour commençaient à éclairer le ciel au-dessus de Central Park. Je leur disais que tu étais trop occupée pour nous, trop importante, trop riche pour t'intéresser à notre petite vie ordinaire. Claudine. Non, laisse-moi terminer, je leur ai menti, par fierté, par rancœur. Et maintenant? Maintenant, je me rends compte que je leur ai volé quelque chose. Une tante, une famille élargie. Ils n'ont jamais rencontré leur tante Célestine. Ils ne savent rien de toi, à part mes mensonges amers. Elle se tourna vers moi dans le lit. « Est-ce que tu voudrais les rencontrer, un jour ?» Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Tu serais d'accord ?» Je pense que papa aurait voulu ça, que nous soyons une famille, une vraie famille, pas celle dysfonctionnelle que maman a créée. Je ne pus retenir mes larmes. J'adorerais les rencontrer, apprendre à les connaître, si tu penses qu'ils pourraient me pardonner d'avoir été absente. Ils te pardonneront, parce que je leur dirai la vérité, sur maman, sur les mensonges, sur tout. Elle hésita. Est-ce que tu as déjà pensé à avoir des enfants? La question me frappa comme un coup de poing. Oui, Alexandre ne voulait pas. Il disait que les enfants ruineraient ma carrière et que de toute façon, il n'était pas fait pour être père. J'ai accepté, parce que j'acceptais tout de lui. « Tu aurais été une bonne mère, » dit Claudine doucement. « Je ne sais pas. Regarde comment j'ai été comme sœur. Tu étais une enfant, Célestine. Une enfant manipulée par une mère toxique, ce n'était pas ta faute. » Nous regardâmes le soleil se lever sur Manhattan, peignant le ciel en rose et orange. C'était beau, paisible, comme si la ville elle-même nous offrait un nouveau départ. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demandai-je. « On rentre à Paris et on fait semblant que tout va bien. On se promet de rester en contact et on laisse le silence s'installer à nouveau ?» Claudine réfléchit longuement. « Non, cette fois, on fait les choses différemment. On reste ici 1 semaine, toutes les 2. On visite New York ensemble. On parle, on rit, on pleure quand c'est nécessaire. On apprend à se connaître à nouveau. J'ai des réunions à Paris. Annule-les. » Sa voix était ferme. « Pour une fois dans ta vie, Célestine, choisis ta famille plutôt que ton travail. Choisis-moi. » Je la regardais, cette femme qui était ma sœur, mon sang, ma chair. Cette femme que j'avais perdue et qui me donnait une seconde chance que je ne méritais pas. « D'accord, » murmurai-je. « 1 semaine, juste toi et moi. » Le sourire qui illumina son visage valait tous les contrats du monde. Cette semaine, à New York, devint quelque chose de magique. Nous explorâmes la ville comme des touristes émerveillés. Nous marchâmes sur le Brooklyn Bridge, prîmes des photos stupides devant la Statue de la Liberté. Nous perdîmes volontairement dans les ruelles de Greenwich Village.
Claudine m'enseigna à ralentir, à m'arrêter dans un café sans vérifier mes emails, à regarder les gens passer sans penser à la prochaine réunion, à simplement être. Et moi, je lui racontais tout. Mes peurs, mes regrets, mes nuits blanches à me demander si toute cette fortune valait la solitude qu'elle m'avait coûtée. Un après-midi, nous étions assises sur un banc dans Central Park, mangeant des hot-dogs achetés à un vendeur ambulant, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, quand Claudine me dit « Tu sais ce qui est ironique ? J'ai passé toute ma vie à t'envier. Ton argent, ta réussite, ta reconnaissance. Et maintenant que je connais la vérité, je réalise que j'ai eu la meilleure part. » Comment ça ? J'ai vécu, Célestine, vraiment vécu. J'ai aimé, et j'ai été aimée en retour. J'ai élevé des enfants qui sont devenus des adultes extraordinaires. J'ai eu des moments de pauvreté, oui, mais aussi des moments de joie pure. Et toi, tu as survécu. Tu as construit un empire, mais tu as oublié de construire une vie. Ces mots me firent mal parce qu'ils étaient vrais. Mais il n'est pas trop tard, continua-t-elle. Tu as 65 ans, pas 90. Tu as encore le temps de changer, de choisir différemment. Je ne saurais pas comment. Alors je t'apprendrai. Elle prit ma main. C'est à ça que servent les sœurs, non ? Le dernier soir, nous retournâmes à l'Astor Court. Mais cette fois, c'était différent. Pas de tension, pas de cris. Juste deux sœurs qui riaient en se racontant des souvenirs d'enfance, qui pleuraient en évoquant papa, qui rêvaient à l'avenir. « Quand on rentrera à Lyon, dit Claudine, tu viendras chez moi. Tu rencontreras Thomas et Sophie. On organisera un vrai dîner familial. J'ai peur, avouai-je. Peur qu'ils me détestent. Peur de ne pas être à la hauteur. Ils ne te détesteront pas. Et tu n'as pas besoin d'être à la hauteur. Tu as juste besoin d'être toi, la vraie toi. Pas la PDG, pas la femme d'affaires, juste Célestine, ma grande sœur. 3 mois plus tard, je me tenais devant une petite maison de banlieue lyonnaise, mon cœur battant comme s'il allait exploser. J'avais vendu 2 de mes entreprises. Pas toutes, je n'étais pas prête pour ça, mais 2. J'avais restructuré ma vie pour avoir plus de temps. Plus de temps pour ce qui comptait vraiment. La porte s'ouvrit. Un jeune homme grand et mince, avec les yeux noisettes des Dubois, me regarda avec curiosité. « Tante Célestine ?»« Thomas. » Ma voix tremblait. « Je suis tellement heureuse de te rencontrer. » Il m'étreignit, simplement, sans jugement, comme si j'avais toujours fait partie de sa vie. Claudine apparut derrière lui, souriante. « Entre. Sophie est déjà là avec son copain. On t'attend. » Ce soir-là, autour d'une table simple, mangeant un pot-au-feu que Claudine avait préparé, si différent des restaurants étoilés auxquels j'étais habituée, je découvris ce que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Une famille. Une vraie. Thomas me raconta comment il utilisait la musique pour aider des enfants autistes. Sophie me parla de ses gardes épuisantes aux urgences, mais aussi de sa passion pour sauver des vies. Le copain de Sophie, un professeur de lycée, me posa des questions sur mes entreprises avec une curiosité sincère. Et Claudine me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux. De la fierté. Elle était fière de moi. Pas de mon argent, pas de ma réussite, mais de moi. D'avoir eu le courage de changer, de choisir différemment. « Maman, » dit Sophie à un moment, « tu te souviens quand tu nous disais que ta sœur était trop importante pour nous ?» Claudine rougit. « Sophie, non, c'est bon. » Sophie me regarda avec un sourire malicieux. « Je vois maintenant pourquoi tu avais peur. Elle est effectivement impressionnante. Mais surtout, elle te ressemble tellement. »« C'est vrai, » ajouta Thomas. « Les mêmes yeux, la même façon de sourire. On voit que vous êtes sœurs. » Je sentis les larmes monter. « Votre mère est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a survécu à une mère toxique, élevé 2 enfants extraordinaires, et trouvé le courage de me pardonner. Moi, je n'ai fait que gagner de l'argent. »« Tu as fait plus que ça, » dit Claudine doucement. « Tu as survécu. Et maintenant, tu apprends à vivre. C'est courageux aussi. » Après le dîner, Thomas s'installa au piano, un vieux Pleyel que Claudine avait acheté d'occasion, et commença à jouer. Clair de lune, le morceau de papa. Je regardais Claudine. Elle me regardait aussi. Et dans cet instant, entourée de sa famille qui devenait lentement la mienne,
avec la musique de Debussy emplissant la petite maison, je compris quelque chose de fondamental. Maman avait eu tort. Il n'y avait pas qu'une seule gagnante. Nous pouvions toutes les deux être aimées. Nous pouvions toutes les deux être importantes. Nous pouvions toutes les deux être heureuses. Mais pour y arriver, il avait fallu 47 ans, un hôtel à New York et le courage de dire la vérité. Plus tard, ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir, j'avais réservé un hôtel, ne voulant pas m'imposer, Claudine m'arrêta. « Reste, on a une chambre d'amis, elle est petite et simple, rien à voir avec tes suites présidentielles, mais… » « J'adorerais rester, l'interrompis-je. Et c'est ainsi que je passai ma première nuit dans la maison de ma sœur. Dans cette petite chambre avec des murs blancs et un lit étroit, je dormis mieux que je n'avais dormi en 40 ans. Parce que pour la première fois depuis que papa était mort en prononçant mon nom, pour la première fois depuis que maman m'avait désignée comme la préférée, pour la première fois depuis que j'avais choisi l'ambition plutôt que l'amour. Je n'étais plus seule. 6 mois après New York, je vendis ma dernière entreprise. Je gardais suffisamment d'argent pour vivre confortablement, même très confortablement, mais le reste, je le donnais. Une fondation au nom de notre père, Henri Dubois, pour aider les enfants issus de familles dysfonctionnelles. Pour qu'ils n'aient pas à choisir entre être aimés et être eux-mêmes. Claudine et moi organisions désormais un dîner hebdomadaire. Parfois chez elle, parfois chez moi, j'avais acheté une maison à Lyon, près de la sienne. Parfois juste nous deux, parfois avec Thomas et Sophie. Et chaque année, le jour anniversaire de la mort de papa, nous retournions à New York. Nous restions au Mandarin oriental, mais dans 2 chambres simples, pas dans la suite présidentielle. Nous dînions à l'Astor Court, et nous lisions ensemble la lettre de papa pour nous rappeler que l'amour ne divise pas, il multiplie. Je ne peux pas récupérer les 47 années perdues. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée à Claudine ou celle qu'elle m'a causée. Nous portons toutes les deux les cicatrices de notre enfance, les marques laissées par une mère qui pensait que l'amour était un jeu à somme nulle. Mais nous avons appris quelque chose que maman n'a jamais compris. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour. Il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Parce qu'à la fin, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce ne sont pas les entreprises, les titres, les suites présidentielles ou la reconnaissance mondiale. C'est la main de votre sœur dans la vôtre. C'est le rire partagé autour d'une table simple. C'est le pardon qui guérit les blessures les plus profondes. C'est l'amour. Tout simplement l'amour. Et ça, aucune somme d'argent ne peut l'acheter. Mais le courage de demander pardon, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir le courage de décrocher le téléphone, d'acheter un billet d'avion, de dire « je suis désolé » et de le penser vraiment. Le reste se construit jour après jour, repas après repas, conversation après conversation. Mon nom est Célestine Dubois. J'ai 65 ans. J'ai été riche et malheureuse. Maintenant, je suis juste heureuse et j'ai ma sœur. C'est tout ce qui compte.